Voilà. Alors, normalement, bonsoir à tous tout d'abord, puisque nous sommes podcastés, nous allons essayer de faire ça dans les règles de l'art. Habituellement, la déglutition est séparée en 4 phases. Phase orale, buccale, pharyngée et puis la phase œsophagienne. Et en fait, pour avoir revu un petit peu ce qui était écrit sur la déglutition, maintenant c'est plutôt le plus souvent 3 phases. Une phase orobuccale, de préparation du bol alimentaire, une phase pharyngée et une phase œsophagienne. Et je crois que c'est plus logique de considérer ça comme cela. Donc dans la phase orobuccale ou phase préparatoire, on va réaliser l'appréhension du bol, ça commence dans l'assiette, c'est un contrôle volontaire bien évidemment, parce qu'on peut faire durer cette phase orobuccale plus ou moins longtemps en fonction de la qualité des aliments. Si c'est des aliments mous ou des aliments durs, on mâche plus longtemps ou on ne mâche pas du tout et on déclenche très vite la phase pharyngée. Dans la phase orobuccale, on a besoin puisqu'on va avoir nos aliments dans la bouche, on aura besoin d'une bonne sangle labiale. Donc il faut que nos lèvres soient bien hermétiques, qu'on ait une bonne tension musculaire dans l'orbiculaire. Et il faut aussi une bonne tension labio-jugale. Donc il faut que nos muscles de la face, le buccinateur notamment, fonctionnent correctement. Nous allons réaliser des mouvements mandibulaires, nous allons ouvrir la bouche, puis nous allons mastiquer avec les muscles masticateurs et nous allons faire voyager le bol alimentaire avec la langue dans notre cavité orobuccale. Dans cette phase orobuccale, important, le voile est abaissé. Donc vous avez une contention antérieure par la sangle labiale et jugale et postérieure par un voile en position basse. Et ça, c'est le pharyngostaphylin qui est dans le pilier postérieur de la loge tonsillaire qui réalise cet abaissement vélaire. Et on garde nos aliments en bouche. Il ne faut pas que ça fuite ni devant ni derrière. On va mettre en action de façon rythmique les différents muscles. Il faut qu'il n'y ait pas de cul-de-sac où des fragments de bolus se déposeraient. Et donc, nous aurons besoin d'une action synchrone des masséters et des temporaux. Nous utiliserons une respiration nasale. On peut mastiquer en même temps, on respire par notre nez et on ferme donc la partie postérieure de la cavité buccale par la descente du voile du palais sous l'action du pharyngostaphylin. On rassemble le bol alimentaire, on le transporte, on le fait voyager en bouche, c'est un contrôle volontaire, durée très variable. Et cette phase orobuccale dans la déglutition n'est pas toujours indispensable puisque nous avalons régulièrement notre salive et nos sécrétions. Heureusement pour nous, nous ne les mâchons pas. Donc nous n'avons pas besoin nécessairement de cette phase orobuccale pour pouvoir déglutir quelque chose. Dans cette phase, la mandibule est fixée, le point fixe étant pour les muscles susioïdiens. Nous fermons les lèvres, tension buccale et labiale, mouvement de mastication, je vous ai déjà répété ça plusieurs fois, et la pression intraorale augmente, donc cavité hermétique. Mobilité linguale est la plus importante, et à la fin de cette phase, la langue va pousser le bol alimentaire et va le maintenir au plancher de la bouche ou contre le palais dur en préparation à la phase pharyngée. Quand vous avez une déglutition de type infantile, où vous avez une pulsion de la langue entre les deux mâchoires, entre le maxillaire supérieur et la mandibule, vous aurez une hyperactivité dans les muscles orbiculaires des lèvres. Alors, nous allons rapidement voir les muscles masticateurs, parce qu'on ne les avait pas fait lors du dernier cours ou de l'avant-dernier cours anatomique. Le temporal, le masséter, les ptérygoïdiens, qui vont réaliser différentes actions, élévation, propulsion mandibulaire, rétropulsion, latéralité et mouvement de déduction. Alors le muscle temporal, quant à lui, c'est un muscle large et plat qui occupe toute la fosse temporale et qui va s'insérer en bas au processus coronoïde de la mandibule. Il a une action de fermeture de la cavité orale et vous voyez que les fibres ont une direction plutôt verticale à l'avant et plus horizontale à l'arrière. Et donc les fibres postérieures peuvent provoquer une translation. Amandine, désolée, j'ai commencé sans toi.
Donc j'avais revu simplement la phase orobuccale. Tu veux que je remette vite la Non, d'hier? il n'y a aucun souci. Non, tu le reverras sur le podcast. Ok. Donc on parlait de la phase orobuccale, mais très rapidement, je disais que dans la phase, donc normalement 3 phases dans la déglutition, phase orobuccale, pharyngée, œsophagienne. Et dans beaucoup de cours, il y avait 4 phases, hein. Phase orale, phase buccale, phase pharyngée, phase œsophagienne. Et dans beaucoup de textbooks maintenant, ils regroupent ça sous la première phase, c'est une phase orobuccale, deuxième phase pharyngée, troisième phase œsophagienne. L'important dans la phase orobuccale, c'est la contention du bol alimentaire dans la bouche, à l'avant par la fermeture des lèvres, une bonne tension jugale et une bonne tension labiale, et fermeture postérieure de la cavité buccale par la descente du voile du palais sous l'action du pharyngo-staphylin. Et dans cette situation-là, eh bien, on va faire voyager les aliments, mastiquer avec les muscles masticateurs qu'on commençait à voir. Et on reverra, je ne sais pas si j'ai remis toutes les dias concernant les muscles de la langue, mais on l'avait déjà vu lors d'un cours précédent. Donc je disais que le premier muscle masticateur, c'est le temporal, dont les fibres postérieures, qui sont plus horizontales, peuvent provoquer une translation postérieure de la mandibule. Il est innervé donc par des branches du 5-3, les nerfs temporaux antérieurs, moyens et postérieurs. Les ptérygoïdiens, il y en a 2, vous les connaissez je pense également bien. Il y a le ptérygoïdien latéral et le ptérygoïdien médial. Alors le latéral est ici, le médial est ici. On va commencer par le ptérygoïdien médial. Alors le ptérygoïdien médial, c'est un muscle qui est ici en mauve, qui est épais, quadrilatère, localisé dans la région infratemporale, et qui part en fait de l'angle mandibulaire pour aller s'insérer sur la partie antérieure de l'apophyse, à l'avant, pardon, son insertion antérieure se fait sur l'apophyse ptérygoïde. Et donc c'est un muscle qui est élévateur, mais qui est également propulseur de la mandibule. Donc le mouvement réalisé, c'est ça. Hein, on propulse avec les 2 ptérygoïdiens médiaux la mandibule vers l'avant. Le ptérygoïdien latéral, quant à lui, il est également très court, très épais, c'est des muscles très puissants, hein, les ptérygoïdiens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une crampe dans les ptérygoïdiens, mais ça fait très très mal quand on a une crampe à ce niveau-là. Et c'est eux d'ailleurs, par leur contracture, qui donnent les douleurs dans le SADAM, hein, dans le syndrome algo-dysfonctionnel de l'articulation temporomandibulaire, avec l'otalgie rapportée. C'est souvent des phénomènes de contracture au départ dans les ptérygoïdiens. Alors le latéral, donc vous voyez c'est un petit muscle hein, très court qui est localisé entre la base du crâne à l'avant, avec un faisceau sphénoïdal sur l'apophyse ptérygoïde et la grande aile, et un faisceau inférieur sur le processus ptérygoïde, mais aussi ici sur, c'est sur l'autre dia, sur la tuberosité maxillaire et l'os palatin. Et il va se porter en arrière sur le col du condyle et l'articulation temporomandibulaire. Le ptérygoïdien médial que nous avions vu juste avant donc élève et avance, tandis que le latéral, quant à lui, il abaisse et avance la mandibule. On peut avoir un mouvement de déduction par contraction unilatérale du ptérygoïdien latéral, mouvements latéraux par l'action du ptérygoïdien latéral. Alors le seul muscle que j'avais oublié, c'était le masséter. Je ne vous ai pas mis de photo, mais bon, ça, je pense que vous le connaissez bien. Il va de la branche de la mandibule à l'arcade zygomatique, donc c'est un élévateur de la mandibule. J'ai oublié le A sur la mandibule, et il est aussi innervé par le nerf mandibulaire. Alors, muscle important dans cette phase avec un point fixe, hein, c'est les susioïdiens. Les susioïdiens, en fait, sont les muscles qui, eux, vont nous permettre d'ouvrir la bouche, d'abaisser la mâchoire. C'est le digastrique, le mylohyoïdien, le géniohyoïdien et bien sûr le digastrique. Ils sont abaisseurs de la mâchoire, mais ils peuvent aussi, s'ils prennent un point fixe sur la mandibule, ce qui va se passer plus tard, dans la phase pharyngée, ils vont élever l'os hyoïde, puisque quand nous avalons bouche fermée, n'avalons pas. Essayez toujours d'avaler bouche ouverte, c'est impossible à faire. Donc il faut faut penser à ces choses-là. C'est très difficile, c'est impossible. Moi, j'ai déjà essayé d'avaler bouche ouverte, c'est
On ne sait pas le déclencher en fait. Hein. Alors, donc, ils nous servent à ouvrir la bouche pour mettre les aliments en bouche, et puis quand on aura tout bien mastiqué, ils vont jouer un rôle de traction de l'ossioïde vers le haut dans la phase pharyngée, dans la phase suivante qui va suivre la phase orobuccale. Alors, le muscle pharyngostaphylin, je vous l'avais déjà montré dans un cours précédent. Oui, effectivement, je n'ai pas remis tous les muscles de la langue, vous m'en excuserez, hein, tous les mouvements faits par les muscles linguaux pour faire circuler les aliments en bouche. Le pharyngostaphylin, quant à lui, vous voyez que c'est un très grand muscle, hein, très grand, ici, de chaque côté, gauche et droit, qui va depuis l'aponévrose palatine, c'est-à-dire l'aponévrose qui est dans le voile du palais, l'apophyse ptérygoïde et également la région, donc l'apophyse ptérygoïde qui est ici, mais également le cartilage tubaire, et puis les fibres musculaires vont descendre dans un corps charnu dans le pilier postérieur et la paroi latérale du pharynx en dedans des constricteurs. Et c'est lui qui constitue vraiment le corps de votre pilier postérieur amygdalien. Donc c'est lui que vous devez préserver dans vos dissections amygdaliennes, hein, puisqu'on incise le pilier antérieur. Enfin, ça dépend un peu des techniques d'amygdalectomie, mais classique aux instruments en froid ou même à la bipolaire, que je n'ai jamais pratiqué moi personnellement. Moi je fais soit de la coblation, soit des instruments en froid, vieille méthode. On va bien sûr inciser le pilier antérieur, mais on va essayer de ne pas abîmer le pharyngostaphylin, sinon vous risquez d'avoir un manque d'hermétisme au niveau de la cavité buccale à l'arrière pendant la phase orobuccale, donc position basse du voile. Donc il abaisse le voile, il rétrécit l'isthme pharyngonasal et c'est également aussi un élévateur du pharynx et du larynx. Alors la phase pharyngée, quant à elle, c'est une phase réflexe, vous le savez déjà bien sûr. C'est un mécanisme qui nécessite l'accollement d'au moins 2 des 3 zones réflexes suivantes, la base de langue, le voile du palais, la paroi postérieure du pharynx, mais aussi la margelle laryngée. Et ce mécanisme réflexe, le signal est envoyé via le nerf 9, hein, via le glossopharyngien. La phase pharyngée va transporter le bol à travers le pharynx, on va propulser le bol par les constricteurs pharyngés jusqu'au sphincter supérieur de l'œsophage, et c'est un mécanisme qui dure moins de 1 seconde. Nous aurons à ce moment-là une protection des voies aériennes avec fermeture de l'isthme vélopharyngé et vers le haut pour ne pas que les aliments montent dans notre nez. Ça, c'est le releveur du voile, c'est le péristaphylin interne. Et vous aurez fermeture du larynx et ascension laryngée. Quand le larynx monte dans le cou, en fait, il va monter non seulement vers le haut, mais vers l'avant. Parce que quand vous regardez la gorge de quelqu'un en fibroscopie, hein, qui respire, ben, on a notre larynx nos aryténoïdes qui sont collés, le corps cricodien est collé contre la paroi postérieure du pharynx. Hein, le trou n'est pas béant comme dans les dessins animés. Hein. Et donc, il faut que ça entre dans cette région-là. Alors, pour que ça s'ouvre, il faut que non seulement le bloc laryngé monte vers le haut, mais qu'il soit également propulsé vers l'avant. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Donc, vous aurez à la fois une onde de pression dans les constricteurs et un mouvement d'élévation laryngée vers le haut et l'avant qui va ouvrir le chemin vers l'entrée de l'œsophage. Et à ce moment-là, on ne respire pas. Il y a une inhibition réflexe de la respiration pendant 0,5 à 3,5 secondes environ. Et pour une fois, ce qui est nécessaire au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage, c'est une relaxation musculaire. Donc on va devoir lever le tonus musculaire de base qui est sous la dépendance du vague, qui est sous la dépendance du 10. Donc dans la phase pharyngée, occlusion vélopharyngée, et au moment où le bolus franchit les piliers du voile du palais, élévation du voile par le péristaphylin interne,
rétrécissement rhinopharyngé par la contraction de nouveau du pharyngostaphyline, mais aussi des constricteurs supérieurs, hein, c'est le petit bourrelet hein, qui peut venir se projeter vers l'avant à la rencontre des végétations adénoïdes si on en a encore. Et nous aurons une fermeture complète au moment où va commencer le péristaltisme pharyngé. Au niveau du larynx, occlusion laryngée, inhibition respiratoire, fermeture des cordes, fermeture des bandes, bascule épiglottique, et cette bascule de l'épiglotte vers l'arrière, elle va véritablement, l'épiglotte constituer une espèce de glissoire hein, vers les deux sinus piriformes, et cela permet également un petit ralentissement de la descente en cas de bolus liquide. Donc on prend mieux quand nos patients ont un petit bout d'épiglotte manquant, qui sont parfois des fausses routes parce qu'ils n'ont plus leur glissoire et ils ont une pénétration assez facile du liquide dans le larynx. Et l'occlusion laryngée s'effectue de bas en haut. Donc c'est d'abord les interarythénoïdiens, le thyroarythénoïdien qui est un muscle sphinctérien, la partie interne ne constitue que le muscle vocal, mais sinon c'est un très gros muscle, hein, le thyroarythénoïdien qui est un véritable muscle sphinctérien. Puis les ariépiglottiques et aussi les muscles stylopharyngéens, donc qui viennent de l'apophyse styloïde et qui viennent se répandre sur les parois pharyngées. Et il est localisé où? Il est dans le repli pharyngo-épiglottique hein, que nous connaissons bien, qui est un muscle grêle hein, qui va donc de l'aponévrose pharyngienne, intrapharyngée, au cartilage épiglottique et au cartilage thyroïde également. Donc c'est un élévateur laryngé également, le stylo-pharyngéen dans le repli pharyngo-épiglottique. Dans la phase pharyngée, on va propulser le bolus, les piliers se rapprochent, la langue se rétracte entre les piliers, se plaque sur la paroi postérieure, et nous faisons une ascension laryngée, mais aussi une projection antérieure du larynx, comme je vous disais tout à l'heure, le bloc laryngé doit s'avancer, et cette projection est à son maximum au moment du recul de la base de langue. C'est en même temps que les deux se font. Et le péristaltisme pharyngé commence également au moment du recul de la base de langue, et nous interrompons la phase expiratoire. Alors, le sphincter supérieur de l'œsophage, il est fermé au repos. Il est constitué des fibres inférieures du constricteur inférieur et des fibres supérieures du muscle de la paroi œsophagienne. Et donc, quand nous avalons, nous devons relâcher ce muscle qui normalement est toujours contracté, et nous devons donc inhiber le tonus vagal de base qu'il maintient fermé quand nous n'avalons pas. Et ce que donc il y a pour pouvoir ouvrir ce sphincter, nous avons besoin de cette relaxation musculaire-là, ce que les patients qui ont un globus n'ont pas, ils sont tout le temps contractés, donc au moment où ils veulent déclencher leur déglutition, ils ne relâchent pas leur sphincter, leur muscle cricopharyngéen que parfois M. Moreau sectionne avec son laser. Et pour ouvrir le sphincter, la bouche en tout cas œsophagienne, il faut que l'ascension laryngée décolle le cricoïde de la paroi postérieure du pharynx. Sinon c'est impossible que ça entre la colonne, la paroi de notre pharynx et le cricoïde s'il reste dans la position habituelle. Et ce qui favorise aussi l'entrée, c'est la pression, le train de pression du péristaltisme pharyngé qui va projeter le bol dans la bouche œsophagienne. L'ouverture donc de la bouche œsophagienne dépend un peu du volume et du poids du bolus, mais aussi de la capacité des forces de traction des muscles susioïdiens. On peut donc comprendre aussi les difficultés de déglutition de nos patients irradiés avec des muscles complètement bétonnés qui ont du mal à tracter leur larynx vers le haut. On dépend aussi de la qualité de la contraction de nos muscles constricteurs pharyngés, et nous avons aussi besoin de nos élévateurs pharyngés, le stylopharyngien et le pharyngostaphyline qui, aussi bien qu'il peut descendre le voile, il peut tirer le pharynx vers le haut, dans un mouvement qui peut être dans les deux sens. Ça je vous l'ai déjà dit, fermeture active donc du sphincter par contraction basale du muscle cricopharyngien.
ça on l'a déjà vu, les susioïdiens aussi. Les élévateurs laryngés, ce sont les stylo-ioïdiens, le digastrique, mais aussi le génio-ioïdien et le thyro-ioïdien, ainsi que le mylo-ioïdien. On a plusieurs élévateurs. Alors, péristaphylin interne qui est ici, c'est donc l'interne est l'élévateur du voile du palais, tandis que le péristaphylin externe qui est ici, il est un tenseur du voile, hein, il n'est pas élévateur. Voilà. Donc c'est pas un très long cours comme je vous avais dit. Enfin, on entre dans la phase œsophagienne, hein, qui va de l'isthme du gosier à l'estomac, un phénomène purement péristaltique. Isthme du gosier. Alors le gosier, la gorge. On parle de gosier plutôt pour les animaux, les oies, oui, hein, pendant le gavage. Là, elles n'ont pas besoin de relaxation dans leur bouche œsophagienne, ça va tout seul, il y a un gros entonnoir. C'est horrible. Donc je plaide pour l'utilisation plutôt du faux foie gras, là, du faux gras, plutôt que du foie gras. C'est dégueulasse, mais c'est éthiquement mieux. Alors, le temps œsophagien, simplement péristaltique. Alors, les innervations motrices, les masticateurs, c'est le 5, les muscles de la face, bien sûr, vous savez, c'est le 7, tous les muscles de la langue, le 12, l'hypoglosse, le 9 innerve le styloglosse. Hein. Le styloglosse, c'est le muscle de la succion. Hein. C'est un petit muscle qui vient ici sur les bords de la langue et qui est appendu en haut à l'apophyse styloïde et qui est responsable du mouvement de succion. Le plexus pharyngien, 9, 10 et 11, donc pour les constricteurs. Le voile, le 10 et le 11, sauf le péristaphylin externe qui est donc le tenseur qui est sous la dépendance du 5-3. Sphincter supérieur de l'œsophage. Il y a aussi des rameaux, hein, qui sont donnés par les récurrents. Nerf laryngé supérieur, ça m'étonne un petit peu, mais c'est surtout les récurrents. Alors, les noyaux moteurs, pour le 9, le 10 et le 11, ce sont des noyaux moteurs bulbaires, donc c'est le noyau ambigu, hein, qui est dans le bulbe. Le 12, c'est un gros noyau moteur sur toute la hauteur du bulbe, sous le plancher du 4e ventricule. Alors, petit rappel sensitif, l'innervation sensitive de l'amygdale, des piliers et de la base de langue, le 9, le voile, les nerfs palatins, le 5-3, l'hypopharynx et le larynx, le 10, le nerf de la nausée, c'est le 9, quand vous venez stimuler, hein, c'est la même zone réflexe que pour le déclenchement du réflexe de déglutition. Et donc quand vous mettez votre abaisse-langue trop loin, hein, au niveau de la paroi postérieure ou des piliers, vous avez un petit réflexe de nausée. C'est la même zone qui déclenche la déglutition dans les conditions normales. Et le nerf de la toux, c'est le 10. Alors on sait aussi que les lésions du 10, on en a vu un récemment en consultation, hein, Rémi, peuvent donner le hoquet. Hein, donc l'irritation, le 10 c'est aussi le nerf du hoquet. Voilà. Alors, l'innervation sensitive et gustative. L'innervation sensitive, donc en avant du V lingual, c'est le nerf lingual. La sensibilité en arrière du V, c'est le 9. Et la gustation au niveau des papilles caliciformes et la gustation, pardon, au niveau des papilles caliciformes, et le 10, sensibilité au niveau des vallécules et de la face linguale de l'épiglotte. Voilà. Et la corde du tympan aussi. La corde du tympan, oui, qui est ici. Hein. Il est juste là, voilà. Hop. Ah oui, d'accord, c'est un stomose entre le 7 et le 9. Voilà, tout à fait. Donc elle va rejoindre le nerf lingual. Voilà. Oui, moi aussi, je dois chaque fois revoir ça. Hein. Quelle horreur. Alors, les fonctions réflexes de la déglutition, donc la toux, générée par le centre bulbaire, mais c'est une afférence qui est véhiculée par le nerf laryngé supérieur, et l'efférence, mais c'est le nerf laryngé inférieur. Parce que quand vous toussez, vous voyez rythmiquement les deux cordes vocales se fermer.
Donc, elle est déclenchée par la sensibilité au niveau de l'entrée du larynx, nerf laryngé sup. Centre bulbaire pour le contrôle du phénomène de toux et l'efférence, nerf récurrent pour l'efférence. Le nauséeux, réflexe nauséeux généré par le contact de la paroi postérieure ou de la base de l'angle. Le nerf 9, c'est lui aussi qui est responsable du déclenchement de la phase réflexe de la déglutition. Et je vous rappelle aussi que nous avalons à peu près une fois par minute quand nous sommes éveillés, c'est quand même énorme. Hein. Alors pourquoi nous n'avalons pas tout le temps? Est-ce que quelqu'un, notre salive, comment ça se fait qu'on peut ne pas avaler tout le temps? On produit moins de salive la nuit. Mais pendant la journée, bon, on n'avale pas en continu, fatalement, puisqu'on ne le fait qu'une fois par minute. Mais grâce à... Oui, mais grâce à quoi? Parce qu'on a des petits réservoirs salivaires. On a nos valécules et on a nos sinus périformes. Donc on a notre salive qui est en flux continu, puis qui peut s'accumuler là, et puis nous l'avalons à peu près une fois par minute. Mais on n'y pensons pas, évidemment. Hein. Mais tout ça marche vraiment très bien. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Stimulation de récepteurs sensitifs, plexus pharyngé, du bulbe, interneurones, efférence motrice viscérale. Voilà, ce sont des déglutitions auxquelles vous ne pensez pas. Hein. Donc, c'est des phénomènes qui sont déclenchés par des récepteurs au niveau de la margelle laryngée, au niveau du pharynx, qui vont jusqu'au noyau dorsal du bulbe, dans le noyau du faisceau solitaire, puis il y a des interneurones, et puis il y a des efférences motrices viscérales via le noyau moteur du 10 et des autres nerfs qui sont responsables du contrôle de la déglutition. En fait, tout ça, les centres neurologiques centraux du contrôle de la déglutition, je ne connais pas ça très bien. C'est assez compliqué dans les différents textbooks que j'ai vus. Il faudra peut-être demander à Sabrina qui donnera le cours la semaine prochaine. Si elle ne vous en parle pas, en tout cas qu'elle dise un petit mot sur le contrôle central de la déglutition. Elle a sûrement des renseignements beaucoup plus pertinents que moi sur le sujet. On sait bien évidemment que pour bien avaler, il faut que tout fonctionne bien, il faut qu'on ait une bonne sensibilité, il faut que nous ayons un système cérébelleux et extrapyramidal qui fonctionne bien. Les parkinsoniens, les cérébelleux ont des troubles de déglutition. On sait qu'il y a un contrôle bulbaire sur la face pharyngée, il y a une collaboration avec le centre respiratoire, et on sait aussi que en cas de lésion corticale, et c'est pour ça que je pense que c'est bien que Sabrina vous en parle lors du prochain cours, on a un retard d'initiation de la phase pharyngée chez les gens qui ont des lésions corticales. Donc ça, il faudra qu'elle vous explique tout ça dans les pathologies neurologiques, pourquoi on a des problèmes dans la phase orale ou dans le retard de déclenchement de la phase pharyngée et les différents mécanismes des fausses routes. Ça, je lui laisse le soin de faire ça avec vous la semaine prochaine. Le bol alimentaire, quand le volume est augmenté, et bien à ce moment-là, le recul de la base de langue dure longtemps et on a une élévation de l'ossioïde qui est plus précoce quand on avale une grosse bouchée. Et quand par contre le bol est plus visqueux, et bien on a en général un très long temps de préparation buccale et aussi, je pense, aussi un allongement de la phase pharyngée réflexe, mais on vous demandera également, j'aimerais bien que vous discutiez de ça avec Sabrina. Alors chez le sujet âgé, le temps préparatoire buccal est augmenté, ils ont une force masticatoire réduite, ils ont une masse musculaire linguale réduite, ils ont moins de salivation, ils ont une élévation laryngée moins importante et plus tardive que les patients plus jeunes, et ils ont une amplitude de l'onde de pression pharyngée qui est par contre augmentée, avec un tonus basal du sphincter supérieur de l'œsophage moins élevé, et souvent des mécanismes incomplets de relaxation, également de la bouche œsophagienne. La posture, qui est importante dans la déglutition, bascule antérieure du menton, base de langue qui efface la laryngée d'épiglotte, alors se rapproche de la paroi postérieure et on réduit le diamètre antéro-postérieur.
Et donc ça c'est la position de sécurité. Chaque fois qu'on va être en hyperextension cervicale, eh bien on a une ouverture, c'est la voie directe pour l'inhalation, et on a au contraire plutôt une fermeture de l'axe digestif. On ouvre plus la voie aérienne et on ferme plus l'axe digestif. Alors je vais voir si le petit film va marcher. C'est un petit film en anglais pour terminer. J'ai toujours envie de terminer par un film en fait. Swallowing occurs in two stages, the oropharyngeal and esophageal stages. At the start of a swallow, a food bolus is voluntarily pressed by the tongue up against the roof of the mouth and backwards towards the pharynx. In response to activation of pharyngeal pressure receptors, the swallowing center in the medulla initiates reflexes that prevent food entry into respiratory passageways. The uvula contracts, which blocks the nasal passages from the pharynx. The laryngeal muscles contract, closing the glottis at the top of the trachea by tightly aligning the vocal folds. The epiglottis swings down upon the closed glottis. With all airways blocked off, respiration is temporarily inhibited. As the upper esophageal sphincter relaxes, pharyngeal contractions drive the bolus into the esophagus. The oropharyngeal stage is done and breathing resumes. During the esophageal stage, a primary wave of peristalsis initiated by the swallowing center pushes the bolus through the esophagus. As the bolus travels through the esophagus, the lower esophageal sphincter relaxes, allowing the food to enter the stomach. If the bolus is sticky and adheres to the esophagus, secondary peristaltic waves triggered by the intrinsic plexus at the point of distension completely clear the esophageal lumen to finish the swallow. Voilà, je vous avais dit que c'était court aujourd'hui. Une petite déglutition. Dommage qu'on n'a pas prévu des chips et il y a un petit verre de vin. Mais enfin, moi j'ai déjà eu droit à mon verre de thé, donc c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous pour votre patience. Pas de questions. Voilà,